Alors, tu vois, j'ai bien fait de revérifier parce que de nouveau, ton son est pas pris. Alors attends. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir par ma faute. T'inquiète, y a pas de souci. Ça te branche qu'on recommence, du coup? Bah ouais, du coup, bah ça va, j'ai bien fait exprès, tu vois, de pas du tout me remémorer ce qu'on s'est dit au maximum Cool. pour essayer d'être le plus vierge possible. Bon, des fois je vais faire semblant d'être surpris. Oui, non. Mais si, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te poser le maximum des nouvelles questions, quand même. Mais certaines, je vais être obligé de revenir quand même. Donc, Ouais, ouais, de- ouais. Mais très bien, si ça peut nous amener autre part et que toi, comme t'as eu la réponse d'autres fois, Mhm. ça peut peut-être t'amener à des questions peut-être plus pertinentes et moi des Mhm. réponses du coup plus pertinentes. Exactement, ouais. Donc on ne simulera pas de surprise. Nous sommes dans le vrai. Très bien, soyons dans le vrai alors. Du coup, moi je te propose qu'on silence, si ça te branche. Ah, Parti. alors c'est parti. Du coup, je vais reprendre quand même la question de base, qui est quand même la meilleure question pour introduire tout ça, euh, qui est celle des films à segments. Toi, c'est quelque chose que tu apprécies bien évidemment pour toutes ces explorations différentes d'un même thème. C'est bien ça, hein? Bien sûr, tout à fait. Et il y a plusieurs films à sketch moi qui m'ont beaucoup marqué. Je pense notamment à Tokyo, le film de Bong Joon-ho, Gondry et Carax, que j'avais trouvé assez surprenant et j'aimais de voir. Enfin, j'aimais cette impression de découvrir là pour le coup la ville de Tokyo sous différents aspects, notamment avec des cinéastes qui ne sont pas japonais. Du coup, ça donnait une touche assez intéressante. Mais oui, c'est une manière de faire, en tout cas un exercice de style qui est assez passionnant, souvent inégal, mais qui donne son lot de bonnes surprises. Oui, 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 c'est clair. Et puis, c'est marrant, tu cites Bong Joon-ho, je suis justement en train de travailler sur lui en ce moment. Je me suis enfin fait toute sa filmographie et je suis. Enfin, ça fait un moment que ça me travaille d'essayer d'écrire quelque chose sur lui, un dossier comme j'ai pu faire dernièrement sur Guillermo del Toro aussi, ou comme j'avais fait à l'époque sur David Lynch. Mais c'est une filmographie qui est passionnante, celle de Bong Joon-ho, je trouve en tout cas. Tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et toi, du coup, tu t'étais retrouvé parmi les 26 vidéastes des Lettres de l'Angoisse parce que c'est ton cher collègue qui t'a ramené là-dedans, c'est juste, si je me trompe pas. C'est ça exactement, c'est Sylvain qui a été contacté par Anthony pour venir collaborer dans ce projet-là. Et donc Sylvain m'envoie un message, ça doit être en mai 2020, et il me dit, bah, Jules, voilà, j'ai accepté une proposition de Pazona, on doit faire un film, bah, c'est parti, au travail, allez hop, tu nous prends un truc. Voilà, Ouais, ça s'est passé comme ça. ouais. Du coup, t'as été officiellement mis comme réalisateur du projet, c'est toi qui as géré l'entier de manière générale, quoi, c'est ça? Ouais, ouais, exactement, c'est-à-dire que enfin moi j'ai développé, enfin pendant un moment j'ai cherché une intrigue que j'arrivais pas spécialement à trouver parce que j'ai écrit une première histoire, une deuxième histoire et ça convenait toujours pas. Au bout d'un moment j'en trouve une troisième qui commence à me plaire, je la propose à Sylvain et ensemble en fait on l'a retravaillé pour ce qui va devenir l'intrigue de Lisière. Et après par la suite j'ai continué à travailler le matériau et on en est arrivé au film qu'on a aujourd'hui. Mhm. Et t'es plutôt content du résultat final de ton segment à toi? Oui, enfin déjà première chose, je suis content d'avoir fait quelque chose. Déjà, de m'être remis à la réalisation parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas réalisé un court métrage et que ça me tenait à cœur parce que c'est ce que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est ce que je me dis que j'ai envie de faire pour le moment. Enfin, vraiment, la mise en scène c'est quelque chose qui me passionne. Et dans la vie de tous les jours, je l'avais mis un peu de côté parce que j'étais enfin je suis assistant réalisateur sur des séries, sur des longs métrages. Et donc, je m'étais mis un peu de côté mes projets personnels parce que ben, je devais développer ma carrière sur les plateaux de cinéma. Donc voilà, maintenant que j'ai réussi à m'implanter, que j'arrive à bien travailler, que j'arrive à faire mes heures d'intermittent, ben maintenant j'essaie de mettre de plus en plus de ma personne dans mes projets personnels pour ben, pouvoir arriver à ce qui était en tout cas ce qui est mon rêve de faire de la mise en scène. Donc
Donc déjà ça c'était très important par rapport au projet et si le projet me plaît aujourd'hui, alors évidemment on dira toujours que des choses ne vont pas, etc. Mais moi je me dis que le film je l'ai fait à un instant T et nous on en a déjà parlé en off, mais tout ce qu'on fait en fait lorsqu'on le réalise il est caduque pour nous. C'est-à-dire que on le fait, on se dit ah putain j'aurais pu faire mieux. Si aujourd'hui je le referais mieux. Mais pour moi, c'est à la fois vrai, mais en même temps, ben, on devait le faire. C'était nécessaire pour avancer, et sans le faire, ben, on n'aurait pas pu avoir la progression nécessaire pour réussir à avoir le niveau qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a sûrement des erreurs, des petits problèmes dans les parties pris. Mais en même temps, moi je suis content du résultat parce que je crois qu'il y a certains moments où où j'arrive quand même à faire de la mise en scène. Et déjà, ça, c'était pour moi. Bon, rien que de me dire, il y a une séquence dans le film qui est réussie, ben, c'est déjà important parce que pour moi, un film, peu importe sa qualité globale, si à l'intérieur du film il y a une séquence de cinéma, ben, pour moi, c'est quand même un film qui mérite d'être vu. Et il y en a peu des films qui ont ces ambitions de cinéma. Moi, j'ai essayé de les avoir à travers ma mise en scène. Mais surtout, après, j'étais content déjà de diriger une équipe, de faire partir des personnes pendant 5 jours dans une expédition cinématographique, qui, moi, m'a pris beaucoup plus de temps, mais que pour certains, ça a été une petite expérience, mais ça a été une expérience à la fois humaine et de collaboration absolument passionnante avec des gens qui étaient très différents. Et puis aussi de travailler, de diriger des comédiens, et notamment Marine, qui est une comédienne professionnelle là, qui joue, enfin, qui a fait un long métrage dernièrement là, qui est en préparation, qui s'appelle Bel Enfant, où elle a le rôle principal avec Baptiste Le Caplin. Donc c'était aussi une expérience intéressante à ce niveau-là de travailler avec des gens qui ont aussi un bagage, qui ont une expérience, et ça te donne de l'expérience justement. Donc moi je suis satisfait d'avoir fait ce film. Ouais, ouais. Et puis, tu disais justement tout ce qu'on réalise, tous les projets qu'on termine, ils deviennent quasiment tout de suite caduques. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais dans ce segment que tu as réalisé? Ah, je sais Ben, que je te c'est dirais, compliqué, mais... pour être jusqu'au boutiste, je te dirais rien, parce que si je l'ai fait comme ça, c'est que je l'ai pensé comme ça. En tout cas, moi, le film, je l'avais beaucoup réfléchi. C'est pas du tout quelque chose que j'ai fait à la va-vite. Donc, tous mes choix, ils sont minutieux. Ils ont pris beaucoup de temps à se dessiner. Après, c'est peut-être la manière dont j'ai pris ces choix qui peuvent être discutables par moment. Et ça, c'est normal aussi, parce que je suis jeune, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Et que ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Donc, aujourd'hui, je ferai les choses différemment, mais pas pour ce film-là, pour la suite. C'est-à-dire que dans mes méthodes de travail, je ferai pas pareil, parce que j'étais un peu... Alors, même si les gens qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi savent que je suis quelqu'un de très organisé quand il s'agit de préparer un film, mais par exemple, au niveau de la préparation du film, je me suis... rétrospectivement, je me trouve pas assez rigoureux, et ça... Enfin, comment dire, j'ai été. Alors, je l'ai été. Mais on va dire que mon niveau d'exigence a augmenté à la fin du film. Et que aujourd'hui, là, lorsque je suis en train de travailler sur mes nouveaux projets, je me vois pas du tout faire la même chose. Et je me vois être beaucoup plus clair, beaucoup plus. Comment dire, structuré dans ma manière de concevoir un projet. Alors, évidemment, j'avais respecté toutes les étapes qu'il fallait pour faire un film. Mais dans chacune de ces étapes, je peux être plus exigeant envers moi-même et comment dire et mieux respecter ces différentes tâches que l'on a à faire en les agençant mieux, en les présentant mieux et aussi dans ces petits détails qui n'en sont pas, de réussir à être plus clair dans ses intentions et aussi de vraiment trouver le bon chemin. Parce que même si ça peut paraître comment dire, futile, mais rien que de bien présenter un document, ben, ça te permet à toi d'être clair dans ta tête. Et je crois que par moments, c'est ce qui m'a un peu manqué. Et j'aurais pu être plus clair dans ma préparation et donc être potentiellement meilleur sur le plateau et en montage aussi. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai appris et tant mieux. Parce que si je n'avais pas fait ce film, eh ben, peut-être que je l'aurais jamais appris.
Ouais, ouais. Tu parlais justement de ces différentes étapes qu'il y a pour toute la Mm. production d'un film. Toi, c'est quoi, on va dire, ton étape préférée et l'étape que t'aimes le moins dans tout ça? Entre la pré-production, la post-production, le Euh, storyboard, l'ensemble du truc. hmm, euh, ce que je préfère, je pense, c'est le découpage. Alors, généralement, les gens, ils aiment pas parce que ils trouvent que c'est laborieux, etc. Moi, je trouve que c'est un peu le point culminant où tes idées, tu sais, c'est en gros comme si le monde des idées, il arrivait sur Terre, tu vois, et que tu te dis, waouh, le film, il prend forme, et je trouve ça extrêmement beau. Et après, c'est une manière de penser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est les dialogues, parce que il y a quand même quelque chose aussi de vivant dans le dialogue, dans le fait que ça soit la communication entre plusieurs personnages. Moi, je trouve que c'est le fait de se dire, mais là, le film prend vraiment forme. Parce que quand il. Alors, moi, j'ai une manière de travailler qui est pas spécialement la manière institutionnelle, c'est-à-dire écrire un synopsis, puis un scénario, puis faire le découpage. Enfin, je réduis grossièrement la production d'un film parce qu'il y a plein d'autres étapes qui se rajoutent, mais globalement, c'est ça. Et alors que moi, je fais pas pareil, c'est-à-dire que j'écris un synopsis détaillé, et à partir de ce synopsis détaillé, directement, je fais le découpage. Et c'est parce que pour moi, la mise en scène, c'est l'histoire et pas le scénario. Enfin, en tout cas, j'essaye de me détacher de la littérature. Non pas que je dise que le scénario soit un document purement littéraire. Évidemment, il y a des questions de cinéma dans le scénario, mais moi, j'essaie d'être le plus cinématographiquement pur, disons, dans ma démarche. Donc ouais, je dirais que c'est le découpage parce que c'est là où le film prend vie, que ce soit visuellement, auditivement aussi, et il y a quelque chose de très jouissif. Après, il y a plein d'étapes, à plein de moments qui le sont, hein. Le moment du tournage, enfin, je crois que là, si je peux dire le pire. Alors à un certain moment, je t'aurais dit le mixage son parce que c'est interminable et que tu tillonnes sur des trucs, voilà, et que finalement, quand tu te retrouves à la projection du film, tu te rends compte que en fait, selon l'installation, etc., enfin, ça va pas, ou que la personne qui a refait le montage ne le fait pas bien. Donc ça a été, notamment la projection au cinéma, elle a été d'une frustration, voilà, assez intense. Mais c'est surtout, moi, ce que j'ai détesté, je pense, c'est les 2 3 dernières semaines avant le tournage où j'ai eu un niveau de pression que je me suis mis, hein, mais qui m'a mais complètement tué, quoi. C'est-à-dire que je dormais quasiment plus, enfin, je doutais de tous mes choix. Alors que pourtant, avant, ben, mes choix, je les faisais, même il y a toujours une appréhension, parce que c'est un projet que tu vas montrer à des gens, donc t'as le regard des autres qui pèse un minimum sur toi, et celui qui ne le pense pas, en tout cas, soit a une sagesse infinie, soit il ment. Je pense Ouais. plutôt à la seconde catégorie. Je Mais, vois. mais voilà, ce moment de pression a été difficile. Les 2 premiers jours aussi sur le plateau, pour moi, ça a été assez dur parce que j'ai cette tendance, en tout cas, moi, comment dire, à ne plus, à un moment donné, à me dire, je ne sais plus rien. Donc c'est-à-dire, je sais pas pourquoi, mais tu vois, là, je raconte un truc un peu rigolo, mais par exemple, quand je vais préparer un film, il y a un moment où je vais toujours réviser le langage cinématographique. Mais genre, j'ai l'impression que je ne sais même plus ce que c'est le chant contre chant, tu vois. Alors que je sais très bien ce qu'est un chant contre chant, mais dans ma tête, je me dis, je ne sais plus. Il faut que j'aille vérifier, il faut que je, tu vois, il faut que je me donne une sorte d'alibi ou que je me dise, mais si tu sais, allez, vas-y, tu vois. Et au début du tournage, ça m'a fait un peu ça, parce que je prépare le film et je me dis, mais ouais, en gros, je suis une merde, quoi. Si je suis pas, je suis pas capable de le faire. Et en fait, il y a eu un moment où, parce que en plus, c'était des scènes assez frustrantes, c'est-à-dire que au début, en fait, on a fait un premier jour où on a tourné des plans, bah, ça a été inexploité, mais voilà. C'était aussi une journée de préparation où il y avait des séquences qui étaient un peu complexes à préparer, comme celle que l'on voit au début du film avec la vue subjective qui n'en est pas une, avec le personnage du policier qui va voir la fille et qui arrête la voiture, et donc la caméra qui avance, etc. Donc il y avait un travail à faire à ce niveau-là, par exemple, qui était enfin, c'est un des plans en termes
de machinerie et de lumière qui était le plus compliqué parce qu'il pouvait avoir des problèmes d'ombre, aussi le déplacement de la caméra, fallait qu'il soit assez fluide et que le personnage n'apparaisse pas à la caméra. Il fallait également que la main de Sylvain soit posée sur la carrosserie, mais en même temps que l'autre main présente l'insigne de policier. Et du coup, on a dû voir comment on allait le faire. Et que du coup, c'est la main de Sylvain qui est posée sur la carrosserie, mais que c'est pas sa main à lui qui présente le badge et que c'est quelqu'un d'autre qui arrive avec un projecteur et enfin, avec une petite lumière qui s'appelle un Aladdin et qui en même temps d'éclairer. Avec son autre main, il présentait le badge dans le cadre. Donc c'était. Donc il y avait ce côté-là où tu vois, tu prépares, tu affines. Et en même temps, en fait, ça a été ce qu'on a préparé est finalement dans le film, hein, parce qu'on s'en est très proche. Et ce qu'il fallait dire, c'est que oui, en plus au début, moi je n'avais pas Sylvain, et Sylvain, ça a quand même été un camarade en plus dans la préparation du film. Donc c'était comme une sorte d'épaule sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Et au début, il n'était pas là. Donc déjà, ça a rajouté un petit truc. Mais je crois qu'en plus, tu vois, c'est de te dire, je prépare, mais je fais pas encore. Ouais. Et ça, j'avais toujours cette petite appréhension. Et le deuxième jour, on tourne et c'était très dur parce qu'il pleuvait beaucoup, qu'on tournait des scènes en voiture et moi, j'avais du mal à voir le cadre en fait. C'est-à-dire que en fait, je voyais que le cadre de début et je pouvais pas voir le cadre pendant la prise quasiment. À part certains moments, parce qu'en fait, la caméra, des fois, elle a été mise à l'extérieur de la voiture, tu sais, par un système d'accroche et tout ça. Et en fait, pour avoir le lien entre la caméra et le retour, nous, on n'avait pas le matos pour avoir un retour à distance. Donc en fait, il fallait faire le retour par câble. Et des fois, le câble était trop court, donc je pouvais pas voir. Et donc je devais attendre la fin de la prise pour pouvoir regarder sur le tout petit retour de la caméra pour voir ce que ça donnait. Donc au début, c'était très frustrant. Et après, en fait, il s'avérait qu'on a commencé direct avec les... Enfin, on a tourné le film de manière chronologique, hein, mais ça c'est important parce que ça permet déjà de faire naître une sorte d'alchimie, enfin une sorte de petite vérité de relation, soit entre les personnages, mais aussi entre nous, l'équipe du film, le film, et aussi les spectateurs, parce qu'il y a une forme, je crois, quand tu tournes chronologiquement, alors il y a certaines exceptions, évidemment, qui disent le contraire, mais en tournant chronologiquement, ça permet de donner un cachet au film, hein, non pas que le spectateur le sache, mais en tout cas, lorsque tu le fais, tu sais qu'en tout cas, ça va avoir une importance. Et en fait, on a commencé à tourner toutes les scènes de dialogue, etc., ou les scènes vraiment où j'étais aussi très sûr de ma mise en scène. Et là, à partir de ce moment-là, c'était parti, et c'était aussi extrêmement jouissif. Et à un moment, en fait, c'est un genre de moment que tu te dis, je sais ce que je dois faire, et ce que je veux faire aussi. Donc c'était riche. Ouais. En tout cas, je peux que t'approuver quand tu parles de tourner chronologiquement un film. Je trouve que c'est la meilleure manière de faire. Alors, c'est la plus compliquée d'un point de vue logistique, souvent. Ouais. Mais c'est un plaisir de voir, comme tu dis, tout le monde, ceux qui... Ouais, c'est sûr, la logistique, c'est ce qui pose le plus de problèmes à ce niveau-là. Mais le film étant sur une même route devant chez mes parents, parce que c'est le lieu en plus le type de lieu qui m'intéressait. Moi, je voulais une forêt de ce style-là parce que c'est une forêt construite des mains de l'homme, donc c'est une forêt très comment dire longiligne. En fait, c'est des rangées. Et donc ça m'intéressait comme lieu et une petite route de campagne. Et moi, je me suis dit, en plus, tu as la stabilité d'avoir un lieu que tu connais bien. Donc ça me donnait d'autant plus de confiance, surtout que j'avais pas d'assistant réalisateur, donc c'était moi l'assistant réalisateur. Donc pour gérer la logistique, je voulais faire au plus simple possible, avoir le moins de choses à penser. Et donc à ce niveau-là, ça me permettait d'être tranquille en fait, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de ton rôle d'assistant réalisateur. C'est quoi la vie d'un assistant réalisateur au quotidien et au travail? Comment tu le ressens, toi? Comment tu vois la chose? C'est une vie, comment dire, très intense. De labeur, je dirais. Enfin, je l'ai dit un peu voilà, en rigolant, parce que tu travailles dans le cinéma et que c'est magnifique. Mais
mais il y a, comment dire, tu dors pas beaucoup, déjà. Tu, en fait, tu vis pour les autres, j'ai l'impression, un peu. Et il y a une forme de noblesse dans ce métier-là qui me plaît beaucoup. Parce que en fait, tu mets ton ego de côté, tu mets ta personne de côté, t'as presque ta santé physique de côté, et tu vas aider les autres, tu vas faire attention aux autres, et tu vas faire en sorte que le projet se réalise selon les personnes qui sont à la tête de ce projet-là. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut le décrire. L'assistant réalisateur, c'est quelqu'un qui se met au service de l'autre, du projet, et, euh, et qui va chapeauter tout ça pour que, pour qu'en gros, l'aspect créatif, artistique de l'œuvre ne soit présente dans la tête des créateurs, enfin qu'il n'ait que ça dans leur tête, et que tout l'aspect logistique, pratique, leur soit retiré. Enfin, le principe d'assistant, c'est qu'il assiste, comme on dit, et donc c'est de déléguer en fait. On a un travail où en fait, ben, le réalisateur nous délègue une partie de son travail, donc voilà, c'est ça le métier d'assistant réalisateur. Après, ça demande la création de nombreux documents et du relationnel avec toute l'équipe du film, parce qu'en fait, le leader sur le plateau, c'est le premier assistant réalisateur. Et c'est lui qui permet au réalisateur de pouvoir se concentrer, de travailler ses cadres, de parler à ses équipes de création pour qu'il réalise sa vision, et aussi ben, qu'il puisse diriger tranquillement ses comédiens sans avoir de problème euh, purement logistique ou pratique. Ou, mais attends, ce personnage-là, il n'a pas cet accessoire-là dans cette séquence, et bien il faudrait lui amener. Et ben c'est à toi d'y penser pour le dire à l'accessoiriste. Enfin, préparer tous ces documents en amont pour que tout le film se fasse avec le moins d'accro possible. Évidemment, il y en a toujours, parce que même si le mot anticipation est le maître mot de l'assistant réalisateur, la vie est faite pour qu'elle soit spontanée et pleine d'obstacles, on va dire. Ouais. Donc il y a suffisamment de problèmes d'un coup d'une personne qui peut pas venir ou qui sera en retard ou de quelque chose qui a été oublié quelque part pour qu'on sache que tout d'un coup, juste avant le tournage ou pendant le tournage, on se dise merde, comment on fait? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, évidemment, il y a quand même plusieurs équipes ça permet aussi à l'assistant réalisateur de se soulager un petit peu, hein, parce que si on commençait à gérer la carte SD du troisième assistant caméra, je pense que là, tu commences je sais pas, à te liquéfier, mais ouais, bah voilà, tu fais le plan de travail, donc c'est toi qui décides pendant combien de temps on va tourner ces séquences, enfin par exemple la première séquence du scénario, pendant où elle sera tournée, tu vas faire les repérages avec le réalisateur, avec l'ingé son, etc. Tu vas voir les différents problèmes qu'un décor peut faire avoir, ouais, etc., etc. Et tu vas préparer en fait tous les documents qui servent à la préparation d'un film d'un point de vue global en fait. Ça va être le travail des assistants réalisateurs qui se chargent de ça. Et après, ben, chaque équipe va faire son travail. Après, le maquillage va préparer tous les documents liés au maquillage, etc., etc. Ouais. Toi, dans ton segment, on avait clairement dit que bah, tu avais une vision de l'histoire qui se déroulait dans le court-métrage, mais que tu laissais quand même clairement place à l'interprétation de chaque personne. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses va retrouver dans tes projets, qu'on retrouve déjà dans tes projets, ceux à venir ou ceux que tu as déjà pu réaliser par le passé? Je veux dire, cette liberté à la personne d'interpréter le film comme elle le désire. Ouais, c'est important pour moi. Alors, je parlerai pas d'avant, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé en fait au fur et à mesure que ce soit de mes recherches, de mes visionnages aussi de films, de séries, et puis de création ou de travail ou de discussion avec d'autres personnes. Mais pour le futur, c'est sûr que ça reviendra. Alors, c'est pas un exercice simple, parce que le mystère, c'est un juste milieu. C'est-à-dire que à la fois, faut donner assez d'informations, mais pas trop en donner, mais il faut en donner un minimum. Et il faut pas qu'il y ait une forme de... Comment dire? Faut pas que ça soit désordonné. Et c'est un juste milieu comme ça qu'il faut réussir à trouver. Et, évidemment, mais ça demande de la pratique, du temps. Et...
Et oui, je pense, enfin même je suis certain que ça se retrouvera dans mes prochaines productions parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je crois que en fait, aujourd'hui, le cinéma populaire, et en tout cas, je dirais américain, enfin aussi français, hein, d'ailleurs, il est assez faible et il laisse extrêmement peu de place aux spectateurs. Et moi, j'ai cette envie d'élever le spectateur, de lui faire prendre conscience aussi que le spectateur est très intelligent, j'y crois fermement. Et donc de pousser le spectateur dans ses retranchements et de lui dire tu n'es pas passif, ici c'est toi l'acteur, autant que l'acteur, tu es actif et tu vas penser. Et ouais, je crois que c'est important. C'est vrai que dans le cinéma populaire, comme tu disais, ça laisse peu de place à l'interprétation, souvent tout est expliqué. Et là, ce que tu disais, ça me fait penser à Fight Club. Bon, j'aime beaucoup le film, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à la scène de fin, quand, spoiler, on se rend Mm. compte qu'un des deux personnages n'existait pas, il n'existait que dans la tête de l'autre personnage, Mm. tu te dis, bah, on l'a très bien compris, mais ils sont obligés de Mm. l'appuyer avec un flashback où on voit à chaque fois les scènes où le personnage était censé être là mais n'était pas là. Ouais, ouais. Et je trouve que pour moi, c'était pas nécessaire ce genre de choses. Ah oui, oui, Mm. c'est pareil. Moi, j'ai un exemple beaucoup plus contestataire parce que celui-là, il est souvent remis en question. Fight Club, c'est un film qui a fait parler et qui est pas. Enfin, même s'il a énormément de personnes qui le soutiennent, on va dire qu'il est peut-être moins mis au pinacle que Psychose, par exemple, d'Alfred Hitchcock, qui est lui est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps. Et moi, c'est un film que je trouve aussi extraordinaire, hein. Il a certaines des séquences les plus incroyables de l'histoire du cinéma, et même dans mon film, je m'en suis beaucoup inspiré. Euh, Notamment la séquence, comme je disais, tout ce qui était autour de la scène de la douche, en fait, moi, ça a été un pivot, en tout cas, d'influence pour moi. Et, mais moi, j'ai toujours regretté, en fait, cette scène avec le psychiatre qui explique la psyché de Norman Bates. Et je l'ai jamais trouvé nécessaire en fait. Je sais pas, c'est aussi une époque du cinéma, c'est une manière de faire qui est très propre aussi à ce genre de film, mais enfin où on revient sur la psyché des personnages à travers différentes techniques, que ce soit la psychiatrie, la psychologie ou la psychanalyse. Mais moi, ça m'a toujours dérangé parce que on explique c'est comment dire, c'est inexplicable, on va dire presque. Tu vois, et on va mettre des mots sur quelque chose en fait qui est de l'ordre de l'expérience. Et moi, je préfère quand même que le spectateur construise sa vision sur ce genre d'événement, sur les personnes qu'il fréquente. Mais aussi parce que lorsque, comment dire, quelqu'un fait une action, commet un acte, ou enfin que ce soit positif ou négatif, on va dire, hein, nous, on est toujours à l'extérieur. Et non pas que je dis pas que le cinéma ne doit pas rentrer à l'intérieur, bien au contraire, on doit explorer la psyché des personnages, mais, mais je crois que tel un enquêteur, on doit, nous, trouver, en tout cas, les indices, essayer de les décrypter pour trouver véritablement ce qu'il en est de la personne. Et c'est ce qui me dérange un tout petit peu, parce qu'un tout petit peu, Psychose, c'est génial, mais voilà, ce qui me dérangeait un petit peu dans ce film, par exemple. Ouais, ouais. Euh, pour en revenir à ton segment, donc, tu as eu l'idée de tourner de nuit. Mm. C'est quoi comme difficulté de tourner de nuit? C'est quand même un challenge en plus, non? Complètement. Ouais. Complètement, alors, déjà, premièrement, un challenge physique, parce que il faut vouloir dormir la journée et être bien en forme toute la nuit. Et parce que tu sais qu'au bout d'un moment, en fait, tu as une partie de l'équipe qui commence à sombrer, hein. Quand il est 3 heures du matin, tu sais que les gens ils sont plus forcément au taquet, donc faut réussir à gérer ça, à faire tenir une équipe. Donc déjà ça c'était un premier challenge. Aussi parce que il y a des contraintes liées au matériel, parce que tourner en basse lumière,
C'est pas simple, il faut être très précis parce que ça se voit rapidement si on a des problèmes. Donc déjà ça a été, ça oui, ça a été problématique et en même temps ça permet de sculpter aussi. Parce qu'il faut être précis, donc ça au niveau de la lumière, ça permet d'être très précis parce qu'on le doit. Alors qu'en journée, on pourrait être peut-être un peu plus, frivole, volatile, on va dire, à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à la nuit? Bah, non, je crois que c'est ça, hein, les 2 vrais points, c'était vraiment ça, de réussir à tenir l'équipe et de gérer d'un point de vue technique. Alors évidemment, j'ai oublié quelque chose. De ce point de vue technique, ce qui a été le plus gros problème, c'était évidemment au niveau du son. Parce que quand tu veux éclairer la nuit et nous, en fait, on avait un système, d'éclairage, qui avait besoin d'énergie, hein, parce qu'on a fait avec des vrais projecteurs de cinéma. Notamment, on a utilisé un projecteur qui ressemblait à qu'on appelle un ballon. Donc c'est un genre de gros ballon, gonflé, et qui diffuse la lumière, de manière, circulaire, on va dire. Enfin, qui diffuse la lumière. Et, pour utiliser ce matériel, eh bien, obligatoirement, on a dû utiliser, des groupes électrogènes, puisque c'était dans la forêt. Et donc, voilà, on pouvait pas brancher dans une habitation. Et donc évidemment, beh, au niveau du son, ça a été compliqué parce il a fallu après, que le tournage soit terminé, faire un travail de mixage pour isoler les sons et pour recréer une bande son, tout en reprenant, beh, ce qui avait été fait. Parce que c'est important de garder le son qui a été pris sur le tournage. Ça donne une certaine, une spontanéité, une certaine forme de vivant aussi. Et j'avais envie qu'on le garde, donc ça nous a demandé du travail en plus, ouais. Mhm. C'est vrai que ça aurait presque été plus simple de faire de la Mmh. post-synchro, mais ça aurait été moins. Peut-être. Moins vrai, peut-être. Ouais, oui, oui, et puis ça redemande encore c'est très frustrant, en fait. T'as l'impression de jamais t'en sortir. Si tu commences à faire de la post synchro, tu sais, tu as fait un film et t'as envie quand même d'avancer. Et moi, j'avais pas envie de refaire de la post synchro, j'avais envie déjà que c'était un processus qui a été assez long pour moi. J'ai mis, en gros, oui, j'ai commencé à travailler sur mes idées, sur des idées de films, en mai 2020, et le film, il s'est fait en mai, 2021. Pour moi, c'était très long. C'était parce que en plus, parce que quand tu fais un film, t'as que ça en tête, hein. On peut te dire n'importe quoi, à chaque instant de ta vie, tu concentré sur le film. En tout cas, moi, c'était comme ça que j'étais, donc je faisais que penser à ça. Et au bout d'un moment, c'est lourd et t'as envie aussi de presque te lâcher de ce poids autant que tu l'aimes, tu vois? Et puis, beh, le film en plus a pris du temps à se faire après parce que moi j'ai été beaucoup pris, j'ai tourné sur des séries et tout ça. Et donc, pour faire le montage, beh, enfin on a mis du temps et le film n'a été bouclé véritablement que début octobre. Donc, ça a été un long chemin, on va dire. Ouais, ouais, vraiment un gros boulot. Puis, ouais, comme tu dis, il y a cette frustration de vouloir toujours avancer dans le film, qu'on l'a toujours en Mmh. tête. C'est vrai, quand t'as un Mmh. projet, t'as envie qu'il se fasse. Et il y a toujours des. Enfin, quand t'as ces freins qui Mmh. t'empêchent d'avancer, c'est terrible, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je pense à Anthony, justement, qui expliquait que maintenant qu'il a fini le projet des lettres de l'angoisse, parce que c'était aussi un truc qui Mmh. lui a pris la tête pendant 1 an et demi aussi, mine de rien, il sentait qu'il était un peu, pas démotivé, mais qu'il avait moins la flamme de vouloir créer Mmh. d'autres vidéos dans un autre contexte. Ouais, 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 ça se comprend, ouais. Et du coup, toi, de manière générale, le projet des lettres de l'angoisse, qu'est-ce que t'as pensé du résultat final? Comme je le disais tout à l'heure par rapport au film à sketch, évidemment, c'est inégal. Il y a du bon, même du très bon, je crois. Il y a aussi du très mauvais. Mais c'est un projet, en tout cas, qui parfois représente, ses créateurs, et c'est plutôt cool. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, moi, je salue la démarche parce que c'est cool d'avoir réuni ces vidéastes. C'est aussi, sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin, en tout cas, la majorité des vidéastes ont l'habitude de faire. Donc c'était une belle expérience. Même si à mon sens, elle a été trop individuelle et que
On n'a pas été, enfin moi je me suis pas senti suivi, etc. Donc voilà, au niveau du collectif, je pense que ça mérite d'être peut-être repris ou en tout cas retravaillé. Mais en tout cas, l'expérience en elle-même, le fait de rassembler 26 personnes autour d'un thème et de les faire dialoguer, c'est une excellente idée. Oui, ouais, ouais. Et c'est vrai que mine de rien, on était un peu tous dans notre coin, surtout qu'on est Mm. tous dans des régions, même des pays différents, donc on n'avait peut-être pas toujours cette impression d'être travaillé sur un projet collectif. Ça s'est plus vu sur la fin, je pense qu'on a pu Mm. se Ouais, c'est réunir. ça. C'est en fait, oui, voilà, quand il y a eu le moment où il y a eu les annonces qui ont commencé à se faire, la Mhm, projection à Paris et puis la projection sur Internet. exactement. Ouais. Moi, je t'avais déjà demandé, mais quand même, ça m'intéresse toujours de savoir, parmi les Mm. 26 courts-métrages, justement, c'était lesquels tes préférés? Euh, Moi, j'aime bien celui d'Alexandra Mignon, le premier qui était intéressant, qui était solide. Déjà d'un point de vue technique, c'était un des plus solides. Euh, et puis il y a quand même une identité, je trouve, aussi dans ce que je disais par rapport au rapport entre le spectateur et le film aussi, une forme de recherche. Enfin, le spectateur reste quand même assez actif dans ce film-là, même si à la fin on a la révélation, on va dire, de l'intrigue. On reste quand même sur un spectateur qui cherche, qui scrute le cadre. Et je crois que c'est intéressant. Et même si on le regarde une deuxième fois, le film ne perd pas de son intérêt. Donc je trouve que c'est une réussite. Après, j'ai bien aimé celui de In the Panda, qui était pas mal. Bon, déjà, la comédienne qui est absolument excellente. Et aussi ce parti pris comment dire, là où il m'a intéressé, c'est que évidemment, il a rappelé d'autres images. Et donc, alors, déjà que le film est sur Internet, rappeler des images d'Internet, je trouvais que c'était assez judicieux. Et que le film, au début, nous laissait dans un mystère qui était assez, on va dire, savoureux. Même si je crois pas que la fin tienne vraiment ses promesses, de mon point de vue. J'ai trouvé que c'était quand même solide, la première partie du film. Et après, ben, il y a eu des propositions moi que j'ai envie de soutenir parce qu'elles étaient peut-être plus simples, mais en même temps, eh ben, elles se sont pas dégonflées comme celle de Reservoir Vlog, avec son film Dream Over que j'ai trouvé en fait qui est simple. Il raconte une paralysie du sommeil, mais il s'est pas dégonflé. Il a raconté son film avec une certaine identité, avec un personnage qui dégage une certaine aura avec une imagerie qui reste, je crois. Donc ça, je soutiens aussi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les films que j'ai bien aimés? Bon, évidemment, il y avait Zoltan et David qui ont fait un projet, enfin tous les deux des projets intéressants. En tout cas pour David, j'ai trouvé que ça reflétait assez bien sa personnalité, mais comme Anal Génocide aussi d'une certaine manière, même si lui m'a un peu plus déçu parce que je comprenais le cheminement, mais j'ai pas trouvé que ça avait l'intensité, en tout cas, on va dire cette étincelle qui faisait que je me disais, ah, il y a une vraie proposition de cinéma. Je l'ai pas retrouvé dans son film. Mais ouais, ouais, il y a eu quand même des films qui ont une identité, que Note aussi, qui était pas mal. Le film de Lucas Cotias, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui était très juste dans ses effets, en fait. Et on va dire que ouais, le film fonctionne. Et pourtant, c'est pas simple ce qu'il a envie de faire parce que à la fois, c'est comment dire, il y a il y a une difficulté dans le fait d'être, enfin de faire un cinéma aussi direct. Dans le sens où, on va dire, A va à B. Il y a le personnage qui est hypocondriaque et directement il est mis face à sa peur et on voit le résultat de sa peur. Donc c'est une mécanique qui est assez dure à mettre en œuvre, mais je crois que ça fonctionne aussi. Le film était très bien tenu, que ce soit d'un point de vue
purement technique, mais aussi c'était une jolie réussite au niveau de la mise en scène. Voilà. Après, c'est c'est évidemment pas le film le plus subtil, ça c'est sûr, mais je crois pas que c'est ce qu'il recherchait non plus. Donc, bel exercice. Ouais, ouais. Et bah, toi, du coup, d'un point de vue de YouTube, vous avez donc une chaîne qui est quand même à plusieurs, vous êtes plusieurs dessus à travailler dessus. Ça se passe comment cette collaboration justement? Est-ce que vous vous retrouvez pour dire on va parler de tel sujet? Est-ce que chacun fait sa vidéo dans son coin? Comment ça se passe? Ça ça dépend des époques, on va dire, enfin Ouais, des périodes dans l'année parce que, l'année 2000, enfin 2020 c'est bon on va dire 2020-2021 ça a été complexe déjà parce qu'il y a eu le Covid, donc ça a calmé un peu tout le monde. Alors, moi je me rappelle en 2020 j'ai essayé, pendant, la longue période de confinement d'entretenir un lien avec, enfin, en tout cas de rester actif d'un point de vue, cinéma, alors, sur un Discord qui était fait, par rapport à notre chaîne et donc, je discutais à peu près c'était, ouais quelques soirs dans la semaine où je discutais à peu près avec une quarantaine de personnes, de sujets, divers et variés pour continuer à discuter et mais ça a été donc une année qui a été quand même assez complexe. Alors on a essayé de se retrouver de temps en temps, de faire des émissions, à plusieurs et je crois que 2021 a été un peu plus dur parce qu'en fait, on s'est tous retrouvés dans des situations, personnelles qui ont fait qu'on pouvait soit pas se retrouver, soit on n'avait pas le temps. Donc ça a fait qu'il y avait, peut-être moins une alchimie de groupe et que donc quand on faisait une vidéo, c'était plus chacun de son côté. Mais après on a essayé de garder on essaie de garder des liens et pour le futur, je pense que ça va revenir. C'est juste aussi qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui ont changé de comment dire? De statut, que ce soit Marine qui a déménagé à Paris, hem, et d'autres qui ont dû on va dire une situation professionnelle qui a beaucoup évolué. La majorité du groupe en fait, donc c'est aussi ça qui a fait que, c'était peut-être plus dur pour se regrouper, mais à l'avenir, on va essayer quand même d'être, plus, regroupés en tout cas sur les vidéos, sur les projets parce qu'en ce moment, en effet, c'est des vidéos plutôt, solitaires. ouais, ouais. Ok. Et en parlant de YouTube, toi, qu'est-ce que c'est quoi ton avis sur cette plateforme, surtout la manière dont elle évolue, dont elle a évolué jusqu'à présent? Bah, c'est une question, le difficile, à appréhender parce que, YouTube, c'est un peu tout et rien. C'est juste une plateforme de diffusion donc voilà, il y a ce qui est à en dire, en tout cas par rapport au cinéma, c'est que, on a différents pôles, on va dire et qu'il y a des et qu'il y a une partie qui s'intéresse énormément au cinéma populaire, qui est certainement pas la partie la plus intéressante, celle qui génère peut-être aussi le plus d'audience. Alors, il y a il y a des, comment dire? Des exceptions. Je pense à Monsieur Bobine qui fait quand même pas mal d'audience et qui se retrouve à être une chaîne qui dialogue sur des films, à la fois, populaires et peut-être moins populaires aussi. Et toujours avec un point de vue, que l'on adhère ou pas. Et puis d'un autre côté, il y a des vidéastes moins connus parce qu'il y a une nouvelle génération qui aussi est arrivée il y a peu, notamment avec le Covid ou un petit peu avant et qui proposent, du contenu qui arrive à bien rafraîchir, je crois le rapport, qu'entretient le cinéma avec, cette plateforme. Je pense notamment, à Samir de Microciné qui lui fait quelque chose que j'avais jamais vu en tout cas sur YouTube, à savoir, une chaîne simplement de dialogue sur laquelle, des intervenants, viennent se joindre à lui pour dialoguer, soit de leur production, il interviewe beaucoup de gens qui ont écrit des livres ou fait des films ou et cetera et ou soit avec, d'autres vidéastes sur des sujets divers et variés, mais toujours avec une exigence. C'est-à-dire que c'est pas la va-vite, «Hop, viens ce soir on parle, de toute la filmographie, Guillermo del Toro», par exemple. Voilà.
je sais, au hasard. Mais voilà, non, ce serait un sujet qu'on va un peu travailler. On va prendre le temps de réfléchir sur comment on va l'aborder. Il va préparer ses émissions et je crois que ça apporte beaucoup à YouTube parce que finalement les personnes de cette plateforme elles se connaissent en fait. De près ou de loin, ça dialogue. Et donc d'avoir des personnes comme ça qui viennent apporter un peu de fraîcheur, ben, c'est, ça fait du bien, on va dire. Ça fait du bien parce que il y a peut-être un moment avant le Covid où c'était un peu compliqué. Et le fait qu'il y a eu, c'est peut-être le seul bon point de cette pandémie, c'est que ça a apporté peut-être un peu de fraîcheur sur le YouTube Game. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que ce contenu, comme celui de Samir de Microciné, où on prend le temps, on discute juste, je trouve que c'est quelque chose qui manquait beaucoup avant, qu'on retrouve de plus en plus. Et je trouve que, comme tu dis, c'est très rafraîchissant et c'est un plaisir, même pas forcément à regarder, juste à mettre dans un coin, s'il faut juste pour écouter, faire autre chose en même temps. Mais je trouve que c'est quelque chose de génial. J'aimerais bien retrouver Ben ouais, plus de ce en contenu-là. fait, on prend. Enfin, c'est général et c'est pas lié que au rapport qu'entretiennent les gens avec le cinéma, mais je crois on prend plus le temps de tout en fait. Et on est toujours obligé d'être pressé. Et quand on va entendre parler d'un film, il faut une critique de 3 minutes pour qu'on ait l'avis d'une personne sur le film, pour voir si on est accepté dans une communauté. Et juste de se retrouver sur des émissions où tu arrives à te parler 2 heures, ça fait du bien de pouvoir développer des arguments, de pouvoir écouter la pensée d'un autre et de se dire, ben, on a le temps. Ouais. C'est vrai que tu parlais de communauté, et dans ce sens, quand tu as quelqu'un qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou de visibilité, c'est vrai qu'il y a ce contenu de il faut vite parler du film, il faut vite en faire une critique, et ça durera 10 minutes maximum. Et c'est vrai que malheureusement, je trouve que ces avis trop courts, trop brefs, ça scinde en fait les communautés, et après il y a les personnes qui détestent le film, les personnes qui aiment, et ça s'entrechoque, et moi je trouve que ça manque de nuances en fait, souvent, c'est ça le problème. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Et écoute, on arrive gentiment au bout des quelques questions que j'avais à te poser, mais je vais quand même revenir sur ma petite question qui était celle du budget infini, où je t'avais demandé qu'est-ce que tu ferais comme scénario, etc. Et tu m'avais répondu dans la première interview qui malheureusement n'a pas été enregistrée, tu m'as répondu, je crois que c'est la meilleure idée de projet qu'on m'ait proposé depuis que je pose cette question, c'était de faire un film à segments avec plein de réalisateurs et réalisatrices qui imiterait le style d'un autre réalisateur et réalisatrice qui était aussi dans le segment. Est-ce que tu maintiens cette idée? Ah bah absolument, absolument. Comme je t'ai dit, ça serait trop rigolo de voir Hitchcock reprendre De Palma. Tu sais, Ouais. le serpent qui se mord la queue ou un truc du style. Je sais pas, ça me... Alors peut-être que ça serait complètement ridicule, mais moi je suis curieux. Ce genre de choses, enfin ça aurait été rigolo, disons. Voilà, ça aurait été amusant. Ouais. Hum. Et t'as du coup du côté de ton segment, donc Lisière, donc tu l'as présenté sur plusieurs festivals, vous avez reçu plusieurs prix, vous avez été nominé pour plusieurs prix, c'en est où maintenant du coup? C'en est que le film a été récompensé dans 4 festivals, je crois. Alors, plusieurs festivals en Asie, où là il a rencontré, il a eu pas mal de prix. Enfin, souvent c'est meilleur film international, prix du jury. On a eu aussi meilleur réalisateur et meilleure actrice. Et dernièrement, là, le tout dernier prix, c'est à Barcelone, où on a gagné au Festival du film d'horreur le prix du meilleur thriller. Donc c'est cool. Joli, bien joué. Ça fait plaisir. Et puis voilà, on verra s'il y a d'autres nominations après. Euh, Moi, comme je le dis souvent, les récompenses, ça me. Alors, la première, elle était importante pour me dire c'est bon, allez, t'es légitime, tu peux, voilà. Mais c'est pas quelque chose en quoi je crois fermement. C'est-à-dire que une récompense ne doit pas me rendre dépendant de ma manière de concevoir. Et c'est pour ça que je reste beaucoup à l'écart de ce genre de pratique. Parce que, alors, j'ai inscrit le film en festival, mais je le fais pas dans un but de reconnaissance, mais pour la suite, on va dire. C'est-à-dire que un film récompensé en festival a plus
comment dire, l'argument d'autorité qu'un court-métrage qui peut être tout aussi bon, mais qui sera resté confidentiel. Ça montre aussi une forme aussi d'envie de montrer, comment dire, d'abnégation et de travail aussi. Donc c'est ce que j'ai envie de donner comme image en tant que créateur. Ouais. Et c'est une très belle image. Bah écoute, moi en tout cas j'ai plus d'autres questions. Je te remercie d'avoir accepté de revenir encore une fois, je te remercie. Ah, t'inquiète, je sais que t'en avais envie en fait, hein. C'est pour ça que t'as fait Mais bien sûr. exprès de créer ce bug. Je veux discuter plus longtemps avec toi. Ça marche. Bah écoute, du coup, merci encore. Et puis bah, tout de bon pour tes futurs projets, enfin ceux qui sont en cours ou ceux à venir encore aussi. Et puis, Merci beaucoup. bah, je t'en prie. Et puis bah du coup, je te souhaite une bonne journée. Et Bah ouais, toi aussi. ça marche. Puis, À la revoyure. à tout bientôt, ça marche. Alors, ciao. Allez, Merci. ciao. Ciao.